Vous êtes deux députés, a priori pas d'accord entre eux. Laure Miller, Renaissance, macroniste, Arthur Delaporte, socialiste, proche d'Olivier Faure. Et au milieu du désastre politique actuel, vous êtes un espoir, une lueur, une lumière. Laure Miller, vous étiez la rapporteure, et Arthur Delaporte, le président de la commission d'enquête parlementaire sur les dérives du réseau TikTok et leurs impacts sur la santé mentale des mineurs. 6 mois de travail, des centaines d'auditions, une consultation citoyenne et à la fin, 43 recommandations très fortes pour réguler ce que vous appelez un océan de trash. Première question, avant de faire un rapport sur TikTok, est-ce que vous étiez des habitués de TikTok ? Alors, moi, je n'étais pas spécialement habituée, je dois dire la vérité. Vous ne l'aviez pas sur votre téléphone ? Je ne l'avais pas sur mon téléphone, mais j'en avais beaucoup entendu parler. Et ce qui a poussé mon groupe et moi à proposer cette commission d'enquête, c'était en effet la rencontre avec des victimes, avec des familles de victimes. Donc à la fois des enfants et des parents qui avaient perdu malheureusement leur enfant à cause de cet engrenage qu'on expliquera, j'imagine. Et donc c'est ça qui m'a fait prendre conscience de l'ampleur du phénomène et du fait que cette commission d'enquête, ça pouvait être un bon outil, je trouvais, pour faire un pas de côté, pour prendre le temps, comme vous disiez, on dit qu'on ne travaille jamais, pour prendre le temps de faire des auditions, de réunir tous les spécialistes sur le sujet, les professionnels de santé, les sociologues, les jeunes eux-mêmes, les parents, l'éducation nationale aussi, parce qu'elle joue un rôle, les influenceurs, vous l'avez vu, et de pouvoir ensuite en tirer des conséquences et un constat surtout qui a été partagé par toute la commission d'enquête puisque le rapport a été voté à l'unanimité. Arthur Delaporte, est-ce que vous aviez TikTok sur votre téléphone ? Moi j'avais TikTok, je faisais des vidéos avec entre 1000 et 3000 vues. Celle qui a fait le plus de vues, c'est celle sur la cantine de l'Assemblée nationale. 300 000 vues, ça marche mieux que les explications sur le 49.3, 2000 vues. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que je connaissais un petit peu les réseaux sociaux parce que je suis co-auteur de la loi sur les influenceurs qui avait été votée à l'unanimité de l'Assemblée nationale et qui avait été promulguée le 9 juin 2023. Donc du coup, j'avais une petite expertise pour m'intéresser au sujet des réseaux sociaux. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a travaillé, je pense, en bonne intelligence. À l'unanimité de l'Assemblée nationale. Oui, ça ? Oui, c'est dingue. On n'a jamais entendu ça. Oui, non, c'est dingue. Et jeudi dernier, vous avez donc remis vos conclusions, un très long rapport qu'on a lu de 324 pages, que vous avez notamment envoyé à nous, les journalistes, avec un dossier de presse. Et dans ce dossier de presse, dès les premières pages, vous rappelez que cette commission est initiée en hommage à Marie, Charlize, Emma, Pénélope, Lilou et à toutes les autres victimes de TikTok. J'avais justement rencontré en avril dernier la mère de Marie, 15 ans, qui s'était suicidée en 2021 à cause du réseau social. J'en veux à TikTok parce que je me suis rendu compte que toutes les vidéos qui lui ont envoyées, en fait, ce n'étaient que des vidéos qui lui proposaient de mettre fin à sa vie. Des attaques très fortes contre TikTok. Arthur Delaporte, Laure Miller, vous aussi, votre rapport est très offensif. Ce matin, j'ai donc contacté la direction de TikTok France pour savoir ce qu'ils avaient pensé de votre travail, de ce rapport. Ils m'ont répondu par mail à 12h15, très exactement, avec ce communiqué. Nous rejetons catégoriquement la présentation trompeuse faite par la Commission qui cherche à faire de notre entreprise un bouc émissaire face à des enjeux qui concernent l'ensemble du secteur et de la société. Un bouc émissaire. Oui, mais c'était un peu leur argument. C'était un peu leur argument pendant toute la... Oui, c'était l'idée de dire on n'est pas vraiment... Exactement, et de dire surtout, on n'est pas contre le fait de faire des efforts et de pouvoir protéger davantage les mineurs, notamment la question de la vérification de l'âge lorsqu'on arrive sur le réseau social, mais on ne le fera que si les autres le font. Si les autres le font. Voilà, et c'était un peu leur grand argument qui est quand même assez faible en la matière, et c'est difficile, ils ont un double langage en fait. Après, je peux vous demander pourquoi vous communiquez sur X, alors, vous êtes tous les deux sur X alors que c'est blindé de pornographie, et c'est du complotisme. On pourra répondre sur X, mais sur X, pour moi, il y a un vrai sujet sur X aussi qui se pose comme sur TikTok. Mais donc après, du coup, je peux comprendre que TikTok dise mais moi, si eux ne font pas d'efforts... Je vais leur répondre parce que vous savez, j'ai saisi la procureure de la République jeudi dernier avec un article 40 sur 2 fondements. Le premier, c'est que je pense que la personne que nous avons reçue, la responsable de TikTok Europe, nous a menti. Quand elle dit « je ne savais pas, je n'avais pas connaissance d'éléments qui disaient qu'en interne à TikTok, voilà, c'est interdit parce qu'on prête serment devant la commission d'enquête, je n'avais pas connaissance que TikTok était accusé d'avoir délibérément laissé un algorithme nocif qui exposait les mineurs à des contenus problématiques. Elle nous l'a dit. Finalement, c'est de notoriété publique et je n'ose pas imaginer que la représentante de TikTok Europe ne connaissait pas ce qu'on appelle les Kentucky Files, qui est un procès qui a eu lieu aux États-Unis. Et donc, pour moi, c'est un mensonge. Voilà. Donc ça, première illégalité. Deuxième illégalité, c'est que TikTok, à mon sens, à notre sens, je pense, met en danger délibérément
la vie de ces utilisateurs. Parce qu'ils savent les conséquences de l'algorithme. Ils savent que ça peut conduire au suicide. Ils savent que ça peut conduire à l'automutilation. Et ils n'agissent pas assez. Délibérément, c'est très grave. Pourquoi ferait-il délibérément, c'est-à-dire qu'ils sont conscients, c'est de notoriété publique, et ils n'ont pas agi pour empêcher la commission de... Qu'est-ce qui les empêche d'agir? Par exemple, vous savez, nous, on a vu dans la commission d'enquête des parents qui sont venus, vous avez mis quelques témoins. Ils nous ont expliqué, par exemple, que quand on mettait un émoticône zèbre sur le réseau social, on trouvait très rapidement des contenus de scarification, d'automutilation. On l'a dit à plusieurs reprises dans la commission d'enquête. On a reçu les représentants de TikTok. On leur a exposé les contenus qu'on trouvait en tapant zèbre. Ils nous ont dit « Ah, mais c'est pas vrai, c'est peut-être des choses que vous avez trouvées. » Aujourd'hui encore, quand on tape zèbre en émoticône, on trouve toujours ces contenus. Est-ce que je peux me faire l'avocat du diable? Pourquoi, du coup, il ferait ça? Pourquoi il laisse ça? Ouais. Oui, y a une explication. C'est que le problème derrière tout ça, c'est un modèle économique. C'est de l'argent. C'est de l'argent parce que plus on maintient le temps d'attention des gens sur la plateforme, plus on gagne de l'argent. Non, mais ce n'est pas les scarifications qui tiennent plus l'attention des gens. Alors, pas forcément plus les scarifications, mais ce que beaucoup de spécialistes nous ont expliqué, c'est qu'en fait, l'algorithme, en effet, il vous amène à voir et il vous enferme d'ailleurs dans des contenus qui ne sont pas les contenus que vous voulez voir, mais les contenus qui retiennent votre attention. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui retient le plus notre attention? Ça, c'est la révélation du rapport. Ce sont des vidéos qui suscitent chez nous des émotions négatives. C'est la rage, c'est la colère. Tout ça, en fait, fonctionne davantage que finalement des vidéos joyeuses. Et donc, si on leur retire toute cette part finalement de violence, de contenu problématiques comme ceux qu'on décrit à l'instant, et bien en effet, ça leur retire de l'argent et un manque à gagner. Alors, on va parler de vos recommandations. Je signale que vous n'êtes pas d'accord du tout. Pas surtout. L'interdiction des réseaux sociaux avant l'âge de 15 ans, un couvre-feu numérique pour les 15-18 ans, une politique de décroissance digitale à l'école. Comment on met ça en place? Alors, c'est là que c'est une bonne nouvelle, en tout cas je le vois comme ça, c'est qu'en fait on a une espèce de fenêtre de tir qui est favorable en ce moment, puisque l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, elle n'était pas possible avant cet été. La Commission européenne nous avait dit les États ne peuvent pas légiférer là-dessus, c'est le droit de l'Union européenne. Depuis le 15 juillet, ils ont lâché là-dessus. Et donc je pense qu'il faut absolument mettre le pied dans la porte et continuer à avancer sur le sujet. Il y a des pays qui le font déjà? Alors il y a des pays qui étaient volontaires. On était plusieurs pays à faire pression sur l'Union européenne en disant nous on veut aller plus vite en fait. Parce que c'est en effet, il y a des réglementations qui sont importantes, qui ont été mises en place et évidemment on les soutient, notamment le DSA, mais ça ne va pas assez vite. Concrètement, le DSA c'est génial, mais quand vous êtes dans vos foyers avec vos enfants, ça ne... C'est au niveau européen. C'est un règlement C'est la mesure européen. de Thierry Breton. Voilà, exactement. C'est un travail énorme qu'il a fait, Thierry Breton, mais concrètement dans nos foyers, on après, on il est venu nous parler ici justement du DSA et on n'a pas vraiment vu de vrais changements. Alors nous, on est allé à Bruxelles et on a rencontré les équipes qui sont en train de se mettre en place. Il y a plus de 300 enquêteurs aujourd'hui qui travaillent sur les plus grosses plateformes, celles qui ont plus de 20 millions d'utilisateurs dans l'Union européenne. TikTok en fait partie, c'est 200 millions d'utilisateurs. Et donc en fait, ces enquêteurs, ils ont ouvert plusieurs procédures à l'encontre des différentes plateformes, dont TikTok, et ils sont aujourd'hui en train de mener leurs enquêtes. J'espère derrière qu'il y aura des amendes salées et surtout que ça peut aller jusqu'à l'interdiction si TikTok ne réagit pas. Pour revenir sur l'interdiction aux adolescents de moins de 15 ans, comment fait-on concrètement pour interdire à des ados de télécharger une application, de s'y inscrire avec une fausse identité, une fausse date de naissance? Aujourd'hui, ils peuvent accéder à la pornographie, par exemple. C'est là qu'on a un terrain qui est favorable. Le premier, je vous disais, c'était la possibilité de le faire. Le deuxième, c'est qu'on a un logiciel qui va nous être fourni par la Commission européenne au printemps prochain de vérification d'âge. En effet, c'était le vrai sujet. Comment est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, vous entrez une date de naissance fictive et vous rentrez en 2 secondes sur les réseaux sociaux, sur TikTok en particulier. Et bien, à partir du printemps prochain, on fait partie des 5 pays dans l'Union européenne qui vont pouvoir expérimenter ce logiciel, qui sera ensuite généralisé à la fin de l'année 2026. Donc là, on sent bien quand même qu'il y a une espèce un peu d'alignement des planètes qui va nous permettre... carte bancaire et carte d'identité. Alors avec un dispositif sécurisé, avec un système de double anonymat qui évite en effet de donner sa carte d'identité à TikTok, réseau social chinois, voilà, donc qui protège nos données, mais qui permet quand même une vérification sérieuse de l'âge des personnes. Maya, tu peux garder la parole. Qu'est-ce qui t'a frappé dans le rapport ? Je dirais que le rapport, il est vraiment très très intense. Alors, déjà, il y a des questions de forme, tu l'as dit tout à l'heure, c'est 324 pages d'informations importantes, de propositions, de solutions aussi. Mais ça, c'est juste pour le tome 1, parce qu'ensuite, si on veut lire les comptes rendus des auditions, il y a encore 1043 pages en plus pour le tome 2. Donc c'est vraiment un travail absolument titanesque. 178 personnes auditionnées. On ne s'est pas arrêté à Adèle Laurent ou Alexis Chen. On a vraiment un travail bien plus large, oui, nous, on a montré les stars avec Juliette, voilà, il y en a eu d'autres. Et c'est vrai que vous aviez regretté qu'il y ait autant de focus sur ces stars-là, alors qu'effectivement, c'est un énorme travail. En outre, au moins, on en a parlé. Et heureusement qu'on en a parlé. Voilà. C'est le bienfait finalement de cette audition problématique. Et ensuite, moi, ce qui m'a frappé, c'est vraiment le style, parce que c'est rare de lire comme ça dans un rapport parlementaire des mots aussi durs. Et je me suis permis donc de prendre pour exemple la table des matières. Et en fait, ce que j'ai surligné en rose,
c'est les mots à caractère négatif. Donc je vais en lire quelques-uns. Dégradation, détérioration, vulnérabilité, mortifère, spirale en grande détresse, un engrenage mortel. C'est rare de lire des mots aussi durs. Alors on pourrait vous accuser de catastrophisme, mais ce qui est génial, c'est que vraiment tout est argumenté, tout est absolument démontré. Et il y a un passage qui est intéressant, c'est les annexes du rapport. Vous y avez inclus des captures d'écran qui prouvent qu'à partir de recherches qui sont parfois complètement anodines, on peut tomber sur des contenus choquants. Et effectivement, j'ai fait le test comme vous, ces contenus choquants, ils sont encore là aujourd'hui. C'est même pire que ce que j'imaginais, parce que moi, je me suis connectée alors que je ne vais jamais sur TikTok, et en moins d'une minute, j'avais du contenu pornographique qui apparaissait sur TikTok. Et pourtant, ce n'est pas du tout ce que je recherchais, donc j'étais assez flippée. Et puis, malgré le ton très dur du rapport, j'ai trouvé qu'il y avait aussi quand même des notes d'espoir dedans. Et notamment, je pense à un chapitre qu'on trouve à la page 124, l'étonnante clairvoyance d'une partie des mineurs quant aux effets psychologiques néfastes de TikTok. Vous rappelez que les jeunes ne sont pas des consommateurs naïfs de réseaux sociaux, en tout cas pas tous. Ouais. Certains ados ont conscience de leur addiction, il y en a qui quittent TikTok. Alors évidemment, ce n'est pas la majorité. Puis malheureusement, ces questions nous poursuivent depuis un petit bout de temps. En fouillant dans les archives des journaux télé de 2012, à l'époque où Facebook entre en bourse, on réalise que l'âge des internautes, c'était déjà une question de société à ce moment-là. Jessica est en 6e et c'est déjà une pro des réseaux sociaux. C'est ma grande passion, dès que je trouve un endroit pour me connecter quand je suis en vacances, direct je mets un petit message, des photos. Par défaut, leurs informations sont en accès public. Il faut savoir paramétrer le compte, car sur Internet, les photos compromettantes ne s'effacent pas. Et beaucoup d'ados se font piéger en publiant des photos trop intimes. À l'époque, on se demande ce que les ados vont montrer. Aujourd'hui, on se demande ce que les ados vont voir. La problématique, c'est un petit peu déplacé. C'était il y a 23 ans. Hein. Ouais. Non. 13 ans, pardon. 13 ans, ouais. Mais je n'ai pas compté, j'ai pas eu un bac S. J'adore. En tout cas, même si le problème s'est décalé, les conséquences restent tout aussi graves. Ouais. Et vous proposez aussi donc, la mise en place d'un délit de négligence numérique, je vous cite, pour responsabiliser les parents. Oui. Alors ça, j'ai parfaitement conscience que... Là, c'est ce sur quoi vous n'êtes absolument pas d'accord. Oui, bien sûr. Alors, si vous lisez bien dans le rapport... C'est quoi c'est l'idée de... Alors déjà, je préconise qu'on ait 3 ans devant nous de sensibilisation massive de la population, que ce soit les ados, les jeunes, les parents, l'éducation nationale, les professeurs, les professionnels de santé aussi, qui sont parfois pas forcément au fait des réseaux sociaux. Et je pense qu'une fois cette phase de sensibilisation massive, je pense quand même que la responsabilité, elle doit aussi être en partie, évidemment, en partie, sur les parents. Aujourd'hui, moi, par exemple, dans ma circonscription à Reims, j'ai des professeurs des écoles qui me disent à 3 ans, les enfants arrivent en première année de maternelle, ils ont été biberonnés aux écrans, aux réseaux sociaux notamment. On met un téléphone, bien sûr, on leur met un téléphone pour les occuper dans la main et en effet, ils peuvent aller sur YouTube, ils peuvent aller sur... Bien sûr, non. C'est marginal quand même. Mais, alors c'est peut-être marginal, mais vous savez, vous ne croisez pas non plus tous les jours des parents qui sont rendus coupables de délits de négligence, qui est déjà un délit qui existe dans notre code. Donc l'idée, c'est juste de sonner l'alerte, quoi, de dire attention, les réseaux sociaux et les écrans de manière générale, sur des jeunes enfants, ça pose des vrais problèmes sur le cerveau d'un enfant. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, sur viser les parents? Je ne suis pas d'accord pour une raison simple, c'est que les parents ils sont tout autant victimes de l'algorithme que les enfants. Alors évidemment, aujourd'hui, on a fait un rapport sur les enfants, parce que c'est eux qui ont le cerveau en construction, qui sont les plus vulnérables, etc. Mais finalement, je crois que même sur ce plateau, on est tous plus ou moins accros à ces flux ininterrompus de contenu, et que le sujet premier, c'est la régulation de l'algorithme. C'est quelque chose que vous mettez en valeur dans le rapport, voilà. C'est justement... Tant qu'on n'aura pas régulé l'algorithme... C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas. Voilà. Et tant qu'on n'aura pas arrêté le défilement ininterrompu, tant qu'on n'aura pas dit arrêter de voler les préférences des mineurs pour leur imposer des contenus de plus en plus trash, tant qu'on n'aura pas réussi même à faire que le premier espace qu'on voit, c'est l'espace où on est abonné et pas l'espace pour toi, qui est l'espace suggéré par la plateforme, alors on n'aura pas gagné ce combat. Et les enfants seront accros c'est comme les devenu parents. une drogue pour les gamins et pour certains adultes. Si demain vous leur dites c'est fini, moi je pense qu'il faut passer à l'étape du sevrage. À un moment, je veux dire, quand on voit les dangers, on a un constat partagé sur les dangers. Le sevrage, il se fera d'abord par l'algorithme, et si ça ne marche pas... Vous allez avoir les gamins dans la rue comme au Népal? Mais non, mais vous voyez bien que l'histoire des 15 ans, pourquoi moi je suis un peu sceptique sur les 15 ans? Parce que déjà, je pense que cet effet d'addiction,
Si on n'arrive pas à aller à la racine, on n'arrivera pas à régler le problème. Et en fait, on aura 14 ans, on aura envie de contourner le sujet. Et donc, le vrai problème, c'est le caractère addictif des flux algorithmiques. Et donc, c'est ça qui, derrière, fait qu'on n'arrive pas à couper, qu'on n'arrive pas à aller dormir, qu'on passe des heures. Personne n'aura jamais la main sur les algorithmes des réseaux sociaux. Pour moi, c'est possible. Ouais. Pourquoi ? Je commence et voilà. À l'échelle européenne, on a ce réseau de 200 millions d'utilisateurs. Vous avez vu, aux États-Unis, Trump a réussi aujourd'hui, il va l'annoncer en fin de semaine, à faire en sorte que le capital soit désormais américain pour TikTok US. Pourquoi il a fait ça ? Parce qu'il a un réseau de 100 millions d'utilisateurs. Il a dit je le coupe si jamais il y a un problème. Et je crois qu'aujourd'hui, ce temps du rapport de force, il est arrivé. Et il faut dire aux plateformes que votre algorithme, il est dangereux et si ça ne marche pas, on vous coupe. Non mais voilà, moi en fait on est d'accord là-dessus. Simplement moi je pense, comme vous avez vu dans la structure du rapport, qu'il y a plusieurs combats à mener de front. Je pense qu'en effet ce combat, il est un combat à l'échelle de l'Union européenne. On n'est pas tout seul, on est un pays moteur, il faut s'en féliciter. Il faut intensifier ce combat pour en effet faire plier les plateformes, en tout cas leur imposer ce que nous on souhaite, et notamment la protection des mineurs en ligne, mais que comme ça prend du temps, il faut être quand même lucide sur ce sujet, ça prend du temps. Moi, je pense qu'il y a une urgence sanitaire dans notre pays, raison pour laquelle je pense qu'il faut cette interdiction, elle serait salutaire, et rien n'empêche, en effet, si on a des réseaux sociaux... mais également sur X, que vous utilisez, bien sûr. Que le président utilise, que le Premier ministre utilise. Bien sûr. Non, mais ça pose un vrai sujet de communication, mais aujourd'hui, si vous n'êtes pas quand vous êtes un homme ou une femme politique, c'est une manière de communiquer, et nous, on s'adresse à tout le monde, nos messages ne sont pas dirigés vers les mineurs, ils sont vers les adultes. Alors, on peut vous préconiser de supprimer tout. Moi, je ne fais pas de la pornographie sur X. C'est pas mon cas. Je veux dire, j'ai un contenu qui est assez sobre, on va dire. Non, mais j'imagine bien que vous ne faites pas de la pornographie sur X, monsieur le député. Mais votre vidéo peut se retrouver entre deux vidéos porno. Oui, ça c'est possible, mais ce n'est pas moi qui crée le fil algorithmique des personnes en face. Non, c'est sûr. Voilà. Bon. On marque une pause, vous restez avec nous. On se retrouve après la pub, donc avec l'animatrice préférée des Français, Faustine Bollard.